La Russie est-elle déjà en train de faire la guerre à la France et l'Europe? La question se pose sérieusement lorsque l'on constate avec stupeur le nombre impressionnant d'opérations d'ingérence téléguidées par Moscou sur le sol européen. Campagne de désinformation, incursion dans des élections, manœuvres de déstabilisation comme celle subie en France récemment, le mémorial de la Shoah tagué, des têtes de cochons déposées devant des mosquées, sans oublier les opérations de sabotage en mer, les survols d'aéroports par des drones. Oui, ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, dans le temps de l'actu, zoom sur ces ingérences russes aux méthodes aussi variées qu'agressives. L'art de l'ingérence, ça fait longtemps qu'il est bien ancré dans la culture russe. Oui, lorsqu'il s'agit de manœuvrer pour défendre ses intérêts, voire influencer et déstabiliser des États étrangers, la Russie est championne. Première méthode, l'espionnage, une tradition popularisée pendant la guerre froide. La France en a fait les frais. Écoutez ce récit de 1983 qui racontait les méthodes du KGB. Le Mirage 2000 au Salon du Bourget, il y a 2 ans. Lorsque les Soviétiques vont quitter le stand où cet avion est exposé, ils vont être fouillés. Dans leur poche, on va trouver des pièces volées dans le cockpit de l'avion. Je suis collectionneur et je l'ai trouvé joli, dira le principal incriminé. En fait, c'est bien d'espionnage qu'il s'agit. Si le premier secteur touché est celui de l'armement, il n'est pas le seul. Les secrets qui ont quitté nos frontières ne se comptent plus. Même l'EDF a dû écarter des membres de son personnel, travaillant dans des centrales nucléaires et un peu trop curieux. Oui, à l'époque, les espions sont partout. 1983, c'est d'ailleurs l'année où éclate l'emblématique affaire Farwell. Madame, Monsieur, bonsoir. La mesure est sans précédent dans l'histoire des rapports franco-soviétiques et l'a vraisemblablement été prise au plus haut niveau par le chef de l'État lui-même. 47 soviétiques, diplomates pour la plupart, mais aussi 2 journalistes et de simples résidents, ont été expulsés de France cet après-midi. À Paris, 47 Russes sont accusés d'espionnage. Le gouvernement français a été renseigné par un agent double, Vladimir Vetrov, nom de code Farwell. Le porte-parole du gouvernement de l'époque, Max Gallo, prend la parole. La France manifeste qu'elle ne tient pas à être un ventre mou. Que pour autant que l'espionnage soit une pratique courante, il est aussi de règle que qui se fait prendre est puni. Mais je le répète, cette mesure, au fond, en soi, elle dit assez que la France applique sur son territoire ce que d'autres appliquent avec beaucoup plus de rigueur sur leur propre territoire. L'espionnage, une pratique disparue avec la chute du mur? Non, bien au contraire. En 2023, le navire russe Yantar est repéré au large des côtes du Cotentin. C'est selon les experts un bateau espion. Il intercepte le contenu des câbles de télécommunications sous-marins. Espionnage aussi dans l'espace. En 2018, un satellite russe s'approche d'un satellite franco-italien. Les autorités françaises accusent. Tenter d'écouter ses voisins, ce n'est pas seulement inamical. Cela s'appelle un acte d'espionnage. Il y a l'espionnage, mais aussi une autre discipline dans laquelle la Russie excelle, les empoisonnements de ses opposants. Londres 1978. Un dissident bulgare s'effondre à un arrêt de bus piqué par une pointe dissimulée dans un parapluie. L'aiguille contenait de la ricine. L'assassin réussit à s'enfuir. Personne n'a jamais pu découvrir qui se cachait derrière ce crime. Et là encore, cette culture perdure après la guerre froide. Ukraine 2004. En pleine campagne électorale, Viktor Youtchenko, alors dans l'opposition, voit en 4 mois son visage se décomposer. Il a été empoisonné à la dioxine. Le futur président accuse lui-même le Kremlin d'avoir voulu l'éliminer. Là encore, Moscou dément. Les empoisonnements, la Russie est spécialiste, avec à chaque fois des histoires dignes des films de James Bond, 2018 cette fois. Qui a empoisonné Sergueï Skripal, cet ancien espion russe réfugié en Angleterre? Dimanche dernier, l'homme de 66 ans marche tranquillement avec sa fille Yulia dans les rues de Salisbury. Quelques minutes plus tard, tous les deux sont découverts inconscients près d'un banc. La femme était au sol, ses yeux étaient tout blancs, grands ouverts.
Elle avait de la mousse autour de la bouche. L'homme s'est raidi, ses bras ont cessé de bouger. Et si le Kremlin dément bien sûr systématiquement, pour les services de renseignement locaux, le coupable ne fait le plus souvent aucun doute. Réaction de la première ministre anglaise de l'époque, Theresa May, 6 mois après la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal. Les 2 individus identifiés par la police sont des officiers des services de renseignement militaire russes. Il est quasiment certain que leur opération avait été approuvée à un niveau élevé de l'État russe. Il y a l'espionnage, les assassinats, et puis il y a les autres ingérences, plus insidieuses. Et là encore, la France n'est pas épargnée. Sujet de France 2, en juin 2024. 5 cercueils déposés samedi devant la Tour Eiffel. Dessus, un drapeau français et ces quelques mots « Soldats français de l'Ukraine ». Des mains rouges taguées sur le mur du mémorial de la Shoah. 2 opérations présumées d'ingérence russe. Et aujourd'hui, ce rapport accusatoire de Microsoft. Il pointe du doigt des groupes de cybermalveillance diffusant de dizaines de fausses informations sur la sécurité des Jeux Olympiques. Sans oublier les étoiles de David taguées dans les rues de Paris ou les têtes de cochons déposées devant des mosquées d'Île-de-France. Mais pourquoi ces manœuvres odieuses? Analyse du journaliste Damien Leloup du journal Le Monde. Le but, c'est de diviser les sociétés européennes, leur faire peur et leur donner l'idée que dans ce contexte, chacun est mieux chez soi, il ne faut surtout pas s'occuper de l'Ukraine. Diviser les sociétés occidentales et aussi, pourquoi pas, les influencer dans leur vote, grâce à des opérations de désinformation dont la Russie a le secret, voire du piratage, comme aux États-Unis lors de la campagne de 2016. La Russie a-t-elle orchestré des piratages informatiques pour favoriser Donald Trump? Barack Obama en est convaincu, ses services de renseignement l'ont affirmé. Il vient donc de commander un rapport détaillé. La Maison-Blanche accuse directement le Kremlin. Les agences de renseignement sont claires, il s'agit d'actions dirigées par les plus hautes autorités russes. Même chose en France, en 2017. Le parti d'Emmanuel Macron a-t-il été victime d'une cyberattaque des partisans de Vladimir Poutine? Un gigantesque piratage de données privées pour déstabiliser le candidat. C'est ce qu'affirme le secrétaire général du mouvement. Les 2000 attaques que nous avons eues sur notre système informatique au mois de janvier proviennent très clairement d'Ukraine. Derrière cette attaque venue d'Ukraine, le parti En Marche voit l'ombre de Moscou. Il épingle notamment 2 médias russes financés par le Kremlin, la chaîne de télévision RT et le site Sputnik, accusé de colporter des rumeurs sur Emmanuel Macron. Des manœuvres appliquées aussi en Allemagne, en Italie, en Roumanie, en Moldavie, et j'en passe. Les Russes, champions du monde de l'ingérence, sans doute. Mais alors, face à ces manœuvres hostiles, comment réagir? Est-ce le retour de la guerre froide? Voire pire, ça, c'est à vous d'en juger. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Zoom sur l'actualité. Et pour approfondir le sujet, écoutez Le Temps de l'actu, le podcast d'actualité de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, avec cette semaine comme invité Arnaud Mercier, professeur en information et communication à l'université Panthéon-Assas et responsable scientifique du projet européen de facto de lutte contre la désinformation. Le Temps de l'actu, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.